Bonjour à tous et bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour vous informer sur toute l'actualité politique à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle. On en parle ce matin avec Charles-Henri Gallois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable national UPR, le parti de François Asselineau, qui est candidat à l'élection présidentielle. Il défend le Frexit, la sortie de l'Union européenne et de l'euro, mais aussi de l'OTAN. Vous nous direz pourquoi. Ça reste difficile pour les petits candidats de se faire entendre quand vous voyez tous ces articles de presse consacrés plutôt aux plus grands. J'allais vous le dire, je regrette que dans votre revue de presse, par exemple, vous n'ayez pas parlé du meeting hier de François Asselineau à Nantes qui a encore fait salle comble, comme il avait fait salle comble à Paris. Pour les 10 ans, il y a plus de 6500 personnes, il n'y a quasiment pas eu de retombées dans les médias. Je crois que même Marine Le Pen, par exemple, a rassemblé moins de personnes, donc c'est quand même dramatique démocratiquement qu'on limite à une sorte de. Alors on est dans de club l'égalité des du temps de parole, hein, donc Oui, François mais pas- Asselineau a le pas même du- temps pas que, du que temps tous les d'antenne, et candidats, en tout d'ailleurs, cas sur LCP. Pas du temps d'antenne, d'ailleurs on le voit que tous les commentaires se font autour de ces candidats-là, donc ça pose quand même un problème démocratique, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a pas que le temps de parole qui joue, il y a aussi le temps d'antenne, et malheureusement on le voit qu'on parle toujours des mêmes. Vous pensez que sinon il serait plus haut dans les sondages? Mais c'est évident, vous savez qu'il y a des études qui ont été faites notamment aux États-Unis où il y a une corrélation très très forte entre le temps d'antenne et les résultats dans les urnes, donc il est évident que ça joue. Après, nous, on est là pour parler du programme et j'espère qu'on va pas parler que sondage, puisque un des drames aussi démocratiques à l'heure actuelle, c'est que si vous calculez le nombre de centaines de milliers d'heures où justement la presse ou les médias on ne parle que des sondages, ne parlent pas du programme, on peut comprendre qu'il y ait une grande majorité de Français qui soient indécis ou voire qui se dirigent vers l'abstention, puisque finalement, ils connaissent le programme du Club des 5, mais ils ne connaissent pas le programme des autres candidats. Des 6 autres candidats. Il sera évidemment ce soir sur France 2. Quelle est la stratégie pour cette dernière grande interview avant le premier tour? Mais tout d'abord, je vais parler un petit peu de l'émission. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement que parmi les soi-disant grands candidats, ils avaient tous un problème d'agenda, où ils ne voulaient pas débattre, mais à partir du moment où ça n'a pas été un débat, ils ont comme par hasard trouvé une place dans leur agenda. Donc je trouve aussi qu'ils ont une vision de la démocratie qui est un petit peu particulière. Et après, qu'est-ce qu'il va dire François Asselineau? Il va dire ce qu'il dit depuis le début de la campagne, vous l'avez rappelé en introduction, c'est le seul candidat du Frexit. Et en fait, il va expliquer aux Français quelque chose de très simple et qu'ils doivent comprendre, c'est que vous avez en face de nous 10 programmes qui sont inapplicables dans le cadre des traités européens. Après, vous allez me dire, il y en a d'autres qui critiquent l'Europe. Mais ce qui explique pas, et ce que nous on explique aux Français, c'est que pour changer l'Europe, ils ont que ça à la bouche depuis 30 ou 40 ans, on va changer l'Europe, ça ne marche pas, on va changer l'Europe. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que pour changer l'Europe, il faut changer les traités. Et pour changer les traités, il faut l'unanimité des 28 États membres. Ça n'arrivera absolument jamais. J'étais, vous savez, il y a peu de temps, je suis allé soutenir, justement, vous parlez des ouvriers dans la revue de presse, les ouvriers de Whirlpool qui sont délocalisés en Pologne. Les délocalisations, c'est un phénomène dont on parle jamais, qui est assez récent. Il n'y avait pas ça à l'époque de mes parents, de mes grands-parents. Et pourquoi le mot, il est apparu en 93 dans le dictionnaire, c'est quand la société Hoover a délocalisé de Dijon en Écosse. Et c'est apparu après le traité de Maastricht. Mais vous dites que c'est le seul candidat du Frexit. Je finis juste ça, qui a mis en place la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Or, vous ne pourrez jamais lutter contre les délocalisations. C'est pour ça que Marine Le Pen propose un référendum, tout comme Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, ça permet aussi, si on veut de sortir de l'Europe. Monsieur Mélenchon a dit hier qu'il ne souhaitait ni la sortie de l'Union européenne ni la sortie de l'euro. En fait, ce sont des personnes qui ont des... Mais il posera la question aux Français. Non, pas du tout. Ce sont des personnes qui ont des programmes complètement ambigus. Regardez les professions de foi qui ont été envoyées aux 45 millions d'électeurs. Il n'est question ni de la sortie de l'Union européenne, ni de la sortie de l'euro, ni de la sortie de l'OTAN. Dans tous les autres programmes, à part celui de François Asselineau, Marine Le Pen, elle a un vague programme qui dit on va retrouver une souveraineté par-ci, par-là. C'est totalement vague, personne n'y comprend rien. D'ailleurs, c'est fait exprès, c'est un programme ambigu pour rassembler le maximum de personnes possible. Et il y a un beau proverbe qui dit, vous savez, on n'est pas à moitié enceinte. C'est-à-dire qu'on est souverain, on ne l'est pas, on ne renégocie pas telle ou telle Quand vous voyez qu'il y a 72% des Français qui sont attachés finalement à la monnaie unique et à l'euro, est-ce que vous ne dites pas que vous faites fausse route? C'est aussi pour ça que Marine Le Pen, entre autres, a mis un petit peu d'eau dans son vin. Mais pourquoi en fait? Parce que ces gens-là, déjà, il ne s'agit que de sondages. Moi, ça m'amuse les gens qui font de la politique par rapport aux sondages. En fait, ce sont des politicards. Ce ne sont pas des personnes responsables qui font de la politique par rapport au sondage. Donc, ils regardent le sondage, qu'est-ce qui plaît aux Français, etc. Mais ce n'est pas de la politique. La politique, c'est convaincre les gens. Vous me dites que 72% des gens souhaitent rester dans l'Union européenne. Sont attachés à l'euro. J'attends de voir, vous savez, avant la Constitution européenne de 2005, tous les sondages disaient le oui va gagner à 60%. Sauf qu'il y a eu un vrai débat dessus, on a expliqué aux Français ce qu'il y avait dans ces traités. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils n'ont même pas rejeté finalement ce qui rejetait les Français, c'est même pas
ce qui était en additionnel dans le traité de Lisbonne, parce que vous savez que les traités, c'est comme des poupées russes. À chaque fois, ça s'additionne et ça reprend les traités antérieurs. En fait, tous les articles qui choquaient les Français, c'était les articles du traité de Maastricht. Et donc vous voyez bien qu'on disait que le 60% de oui allait gagner, finalement le non a gagné. Moi je suis persuadé que s'il y avait un vrai débat et qu'on avait un vrai temps de parole, on n'a jamais le temps par exemple de parler de l'euro, pourquoi ça ne fonctionne pas, si on avait un vrai débat sur l'Union européenne, je suis sûr qu'au final les Français voteraient pour sortir, comme l'ont fait les Britanniques. Vous savez que pour le Brexit, le livre était donné largement perdant, il y a eu un grand débat justement national là-dessus. Il y a eu beaucoup d'arguments et le principal argument, c'est celui que rappelle François Asselineau. Ça a été très serré quand même. Le Frexit, 52-48, c'est quand même un score important. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il y avait beaucoup les sondages. Il y a eu un sondage récent qui montrait que 55% des Britanniques voteraient maintenant pour le Brexit. Et ce qui est intéressant, c'est que sortir de l'Union européenne, ou c'est ce qu'on dit, c'est avant tout, il y a évidemment des bénéfices économiques considérables, ne serait-ce que parce qu'on donne chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne qui nous restitue 14. On perd 9 milliards d'euros. Il y a plein d'avantages également au niveau de l'euro. Il y a des études qui montrent qu'en sortant de l'euro... Un inconvénient aussi peut-être pour les exportations, si on veut exporter dans les autres pays. Quand votre monnaie se déprécie, ça veut dire que vos produits sont relativement moins chers. Donc au contraire, vous êtes beaucoup plus compétitif. Ça veut dire que tous les produits importés sont aussi plus chers? Oui, mais vous savez que tous les produits ne sont pas importés. C'est le but de la dépréciation, c'est de produire en France. Parce que si vous voulez, on peut dire on importe tout en France, mais quand demain il n'y aura plus un emploi industriel... Alors on va poursuivre cette interview dans quelques instants. Beaucoup de carburant, vous savez, beaucoup d'ordinateurs. L'essence, c'est un très bon exemple, puisque l'essence, vous savez qu'il y a plus de 60% de taxes dedans. Donc en fait, la dépréciation est lissée à fond quand il y a justement une soi-disant hausse des prix à l'importation. Le prix du pétrole ça risque pas de changer. Est très faible. Et pour ce qui est de la nouvelle technologie, vous savez que l'euro en 3 ans a perdu 25%. Vous n'avez pas vu le prix des ordinateurs augmenter de 25%. Pourquoi? Puisque ce sont des marchés très concurrentiels. Parce qu'on a tous la même monnaie dans tous les pays. Non, ça n'a rien à voir. Vous importez pas les ordinateurs d'Allemagne, vous les importez de Chine ou hors de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'euro. C'est des marchés très concurrentiels et du coup, les entreprises ont effectivement baissé leurs marges pour garder les mêmes prix, comme c'est les produits très concurrentiels. Et d'ailleurs, on n'a que 30% de produits importés en économie française. Ça veut dire que si d'aventure, et c'est ce qui est prévu par le FMI, par Natixis, par Nomura, le nouveau franc se déprécie de l'ordre de 10%, c'est-à-dire qu'au maximum, au grand maximum, l'inflation pourrait être seulement de 3%. Donc, alors on va poursuivre cette interview dans quelques instants. On termine quand même cette revue de presse avec une petite note d'humour, c'est le dessin du jour, Ahmed. Oui, il est signé Bauer pour le Progrès de Lyon. Procès Thomas Thévenoud et sa phobie administrative. Il était jugé hier pour fraude fiscale. 1 an de prison avec sursis requis. Bonjour, je suis le juge chargé de votre thérapie et moi l'huissier, votre coach. Thévenoud tout ébranlé. Oh mon Dieu, là, ici, une facture! Des rétro-satanas, ces phobies administratives. C'est très intéressant, vous savez, ce dessin, parce que je pense qu'il y a aussi une des raisons pour lesquelles les Français sont dégoûtés de la politique et on les comprend, ne veulent pas aller voter, c'est toutes ces affaires. Et si vous regardez les pseudo-grands candidats, ils sont surtout grands par les affaires judiciaires qu'ils ont autour d'eux. Et pour moi, il y a 2 choses qui font que les Français sont indécis. C'est d'une part les affaires et d'autre part, c'est le cadre européen, puisque les Français n'ont pas encore avec les compréhensions, mais ils ont très bien vu qu'ils votent à gauche ou à droite. Ils ont la même politique qu'ils détestent et qui est celle de l'Union européenne. Et le candidat qui leur permet de retrouver leur démocratie est à nouveau maître de leur choix et de décider de leur politique. C'est justement François Asselineau, puisque si François Asselineau n'est pas élu, vous savez qu'il y a un rapport qui est publié chaque année, qui est celui des grandes orientations de politique et économique, qui définit finalement toute la politique. Ça veut dire quoi, qu'on court à notre perte si on n'élit pas François Asselineau? Ça veut dire que toute la politique économique et sociale de la France est déjà définie dans le cadre de l'Union européenne. Je peux vous donner le programme des 10 autres candidats. Et vous pouvez consulter ce dossier sur notre site upr.fr, les grandes orientations de politique économique. Sur la sortir de l'Union européenne. Le programme des 10 autres, c'est donc la baisse de l'impôt sur la société, la hausse de la TVA, la mise en place de Alors, on en parlait tout à l'heure, il y en a une autre qui veut sortir de l'Union européenne. Peut-être c'est Marine Le Pen. Charles-Henri Gallois, vous défendez le candidat François Asselineau. Est-ce que vous pensez que tout est encore possible dimanche avec les indécis, avec les abstentionnistes qu'on nous promet dans les sondages? Mais évidemment, puisqu'il y a beaucoup de Français, et nous on discute beaucoup dans la rue avec les Français, on voit que nos meetings font à chaque fois ça le comble et on voit qu'il y a une attente vis-à-vis de notre candidature. Donc nous, on pense qu'on fera évidemment une grande surprise au premier tour. Et après, en revanche, aussi en discutant avec les gens, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore fait leur choix, qui sont indécis, qui ne savent pas pour qui voter parce qu'ils ont été justement matraqués par les affaires, parce qu'on ne leur parle que de sondages et que finalement ils connaissent encore peu les programmes, du moins les programmes. Par exemple notre programme, et donc nous on pense qu'il y a une véritable percée à faire de ce côté-là, et surtout qu'on explique vraiment l'impasse en fait
dans laquelle se trouvent les Français, c'est s'ils votent pour un autre candidat qui leur promet une énième Il n'y aura autre pas ce Europe. réflexe justement du vote utile? Moi, je pense pas, parce que les Français commencent vraiment à comprendre, et ils l'ont bien fait. Vous savez, le vote utile, on avait dit les Français en avaient marre de Sarkozy, le vote utile, c'est voter Hollande. Vous voyez Sarkozy, ils voient qu'ils ont exactement la même politique. Donc je pense que les Français doivent faire un choix historique, c'est celui de François Asselineau, et sinon ils vont être comme d'habitude, on va croire des bonimenteurs qui nous proposent une autre Europe, et au bout de 6 mois, mince, je me suis encore fait avoir. Mais quand on regarde quand même, je sais que vous aimez pas regarder les sondages, mais bon, il y a quand même assez peu de voix pour François Asselineau. Vous savez, les sondages sont quel score vous pouvez espérer? Mais les sondages se sont trompés lourdement au Brexit, les sondages se sont trompés lourdement pour l'élection de Donald Trump. Rarement dans un rapport de 1 à 50 quand même. Les sondages se sont trompés lourdement pour la primaire des Républicains, les sondages se sont trompés lourdement pour la primaire également du Parti Socialiste. Donc je me demande. Mais franchement, encore pour vous, un bon score, ce serait quoi? Vous Ce serait perdez 5%, du temps à regarder les sondages. Nous, écoutez, on n'exclut pas même d'être au deuxième tour, on veut faire le meilleur score possible. Et vous savez, je pense que les Français en ont marre de toute cette classe politique. Et François Asselineau, d'ailleurs, est la seule nouvelle tête à cette élection. Vous n'avez que des politiques qui sont là depuis 10-15 ans. Et le pseudo-renouvellement de Macron, enfin, on le voit bien. Entouré, ça va de Robert Hue à Alain Madelin en passant par Monsieur Cohn-Bendit qui souhaite la destruction de la France. Et Monsieur Macron essaye de faire oublier finalement qu'il a été 2 ans. On dit que Macron n'aura peut-être pas de majorité. Il a été 2 ans. Vous, quelle majorité vous pourriez nous proposer? Il a été 2 ans conseiller économique de Monsieur Hollande, 2 ans ministre de l'économie avec des résultats pathétiques. Finalement, et puis surtout que M. Macron incarne le vide. Finalement, c'est un sèche-cheveux qui brasse de l'air chaud. Mais demandez aux gens dans la rue que propose M. Macron, alors qu'on a un matraquage médiatique énorme. Personne n'est capable de répondre puisque c'est du vide, c'est un produit marketing, c'est un pot de yaourt, monsieur. Alors, quand on regarde, l'économie va pas très bien en France, même si la une des Échos nous dit ce matin qu'il va y avoir des intentions d'embauche record en 2017. Qu'est-ce que vous proposez pour relancer l'économie de la France? Est-ce qu'il faut en finir avec les 35 heures ou pas? Non, c'est pas la question de la durée légale du travail. La question, c'est de retrouver de la compétitivité et aussi de re-remplir les carnets de commandes. Vous savez que les entreprises ont peu de demandes à l'heure actuelle et c'est aussi pour ça qu'elles embauchent peu et qu'il n'y a pas d'investissement massif. Ce qui se passe, c'est que je vous l'ai expliqué, il y a un rapport de 2013 de la Fondation Respublica qui explique que si on sort de l'euro qui dépréciera probablement le nouveau franc de l'ordre de 10%, on va faire baisser le nombre de chômeurs de catégorie A de 1,5 à 2 millions. C'est considérable, donc ça vous fait évidemment des consommateurs supplémentaires, de la demande en plus. Et nous, on a une politique au niveau de l'emploi qui est intéressante à ce niveau-là. On va augmenter le SMIC à 1 300 € tout en baissant les cotisations patronales pour que ça soit neutre pour les entreprises, mais pour également relancer la demande. Et on va aussi relancer la demande en faisant des économies considérables, comme je vous l'ai dit, sur l'Union européenne. 9 milliards de budget directement qu'on perd dans l'Union européenne, 5 milliards de cofinancement et de condamnation pécuniaire. Et il y a aussi un élément très important dont on parle très peu, c'est la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Vous savez que le Sénat a évalué ça entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Or, la seule façon de lutter efficacement contre ça, c'est justement le contrôle des mouvements de capitaux qui est interdit par l'Union européenne. Donc nous, en sortant de l'Union européenne, et on est les seuls à pouvoir le faire, François Asselineau est le seul à pouvoir le faire, on estime qu'on pourra récupérer quelque chose comme 20 milliards d'euros en plus. Donc vous vous rendez compte des économies, ne serait-ce que les 9 milliards d'euros. Sortie de l'Union européenne, sortie de l'euro, vous voulez aussi sortir de l'OTAN. On est dans un monde un peu troublé, il y a cette menace terroriste qui pèse. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment et pourquoi? Mais écoutez, l'OTAN, depuis des années et des années maintenant, n'est que le porte-drapeau de l'impérialisme américain pour des guerres illégales. Vous savez, les guerres ou même le bombardement qu'a fait Donald Trump en Syrie, au regard du droit international, c'est illégal. Donc ces guerres illégales, ce sont lesquelles les guerres illégales, il y a la guerre en Irak, il y a la guerre qui a été faite en Libye, il y a toutes les déstabilisations qui sont faites en Syrie. Vous savez, on parlait de terrorisme, et ils sont tous là à pleurer sur les conséquences. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu aux causes. Et il est évident que quand vous bombardez, vous faites des millions de morts au Moyen-Orient, il y a une haine, il n'y a pas que de l'idéologie, il y a une haine indirecte. Vous savez, quand on tue. Donc retour à la diplomatie plus qu'à l'intervention militaire. Vos pères, vos mères, il est évident qu'il y a une haine après un ressentiment. Et la France, par exemple, la dernière fois où la France a été belle, et c'était en 2003 quand la France a dit non à la guerre en Irak. Et je pense qu'on doit retrouver une politique diplomatique et militaire indépendante des États-Unis, indépendante de la Russie. Finalement, la politique
qu'avait le général de Gaulle et qui fonctionnait très bien. Et vous savez, on ne sera pas isolé. La France est une des plus grandes armées du monde. La France a la dissuasion nucléaire, donc je vous rassure, on s'en portera pas plus mal. Merci. Et justement, on sera à nouveau aimé et désiré dans le monde, comme c'est la vocation de la France, à être le porte-parole de la paix et le porte-parole de la liberté des nations. Merci Charles-Henri Gallois d'avoir été avec Merci nous aujourd'hui, responsable UPR en charge des questions économiques. C'est l'Union populaire républicaine, le parti de François Asselineau.